Vous nous avez fait confiance. Aujourd'hui, on avait besoin d'une radio différente. Diaspora FM. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Bonjour à chacun et à tous et merci de nous rejoindre sur votre émission Point 7, l'émission qui se propose de vous permettre de rentrer dans les dessous de l'actualité la plus parlante de chaque semaine. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir si la presse béninoise est-elle au point de départ, on va dire, d'une nouvelle ère. La question mérite d'être posée puisqu'avec, bien sûr, l'avènement de la 7e mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication qui a été installée cette semaine, lundi dernier, sous les auspices du président de la République, Patrice Talon, et bien sûr, on se demande si grand-chose pourra changer dans l'émanation, dans l'émulation de la presse au plan national. La question est au bout de toutes lèvres, surtout des lèvres des professionnels des médias béninois. J'en ai deux dans ce studio. Bonjour, Richard Diga. Bonjour, mon cher Peggy Ludovic Dagba. Je salue avec joie, allégresse et beaucoup d'enthousiasme auditeurs et auditrices de la radio Diaspora FM. Et puis, je n'oublie pas l'équipe technique pour sa dextérité. Je salue également les Béninois, nos compatriotes de la diaspora qui nous suivent. C'est un plaisir renouvelé d'être là pour décrypter l'actualité à la lumière de sa grille de lecture. Et je salue également notre cher aîné Alphonse Moïse Soudé. Alphonse Moïse Soudé qui est présent dans ce studio. Merci d'être avec nous. Bonjour à vous, Peggy. Bonjour à mon co-débatteur. Je tiens à exprimer ma gratitude à tous ceux qui mettent les petits plats dans les grands pour que cette émission soit une réussite. Et je témoigne aussi ma gratitude à tous ceux qui prennent la peine de nous écouter et de nous porter leurs critiques. Nous sommes tous appelés à participer à l'amélioration de la démocratie dans notre cher et beau pays, le Bénin. Merci beaucoup, monsieur Alphonse Moïse Soudé, néné dans la profession, qui quand même nous fait l'honneur d'être avec nous toutes les fois que c'est possible pour décrypter l'actualité au plan national. Votre clin d'œil aux Béninois de la diaspora me va droit au cœur parce que ils sont de plus en plus à nous suivre et à nous le faire savoir. Diaspora FM est sur le net et également sur satellite Canal+, canal 587. Merci d'être avec nous. Je le disais tantôt, la HAC 7e mandature, et bien sûr, est installée et désormais bien installée avec ses tout premiers dossiers. Alphonse Moïse Soudé, cette nouvelle mandature pourra quoi selon vous? D'abord, je félicite tous ceux qui ont été élus et tous ceux qui ont été désignés pour porter les couleurs de la presse béninoise. Mais je dis, le chef de l'État a démontré aux uns et aux autres que Prosper Moretti a échoué parce que on ne lui a pas renouvelé sa confiance. C'était un mandat de 5 ans renouvelable. C'était le premier qui devrait bénéficier de cela, mais malheureusement le chef de l'État l'a fait partie. Donc quelque part, il n'a pas comblé les attentes parce que pourquoi pensez-vous qu'il a échoué? Il a laissé. Sur quel dossier, par exemple, il n'a pas réussi? Mais on peut faire le point, les organes de presse qui ont été fermés. Des groupes, c'est sous son magistère qu'on a fermé Soleil FM, c'est sous son magistère qu'on a fermé Sika TV, c'est sous son magistère on a fermé Golf, le groupe, la Gazette du Golfe. Donc, vous voyez. En entier. En entier. Donc, vous voyez. C'est ce qui a vraiment surpris tout le monde. On doit parler de chômage, c'est sous son magistère que beaucoup de confrères, de techniciens de l'audiovisuel ont été mis en chômage. Donc, il a laissé une tache noire. Et je dis, la 7e mandature a l'obligation morale de nettoyer cette tâche-là. Parce que, quel que soit ce qui se passe, on ne peut pas fermer un groupe de presse. On peut leur tirer des oreilles, mais on peut fermer des entités. On peut fermer, non pas même de ce groupe, mais pas le groupe en entier. On peut suspendre pour un délai donné, parce que il y a certainement faute professionnelle, mais fermé pour tout le temps. Soleil FM depuis 2019 est fermé. Sika, je crois, est allé en 2020 et Golf a été fermé. Personne ne dit rien. Donc je dis, le confrère Edouard Loco qui
a les compétences et les aptitudes, il connaît bien la maison, il lui-même l'a dit que c'est un initié qui revient au couvent. Il a aussi reconnu que la profession a des problèmes. Donc je dis, il ne fera pas de miracle. Il va juste écrire sa page de l'histoire. Il va écrire sa page de l'histoire. Moi, je voudrais qu'en matière d'écriture de sa page de l'histoire, que ces organes de presse-là, qu'on puisse revoir réellement leur dossier. Qu'est-ce qu'on leur reproche? Parce que la HAC n'est pas là pour gendarmer la presse. On dit organe de régulation. C'est pas pour couper des têtes, c'est pas pour fermer des organes de presse, mais c'est pour participer quand même à l'éclosion d'une presse responsable. Donc je voudrais que cette 7e mandature-là puisse marquer l'histoire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut nettoyer l'écurie. Il faut nettoyer l'écurie. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a des confrères qui sont encore à 25 000, 30 000 francs dans des organes de presse. Nous avons pourtant une convention collective. Il faut que ça se respecte. Il faut que désormais le journaliste puisse bomber le torse et dire « je suis journaliste béninois ». Mais lui-même a reconnu que les gens ne sont même plus fiers de dire qu'ils sont journalistes parce qu'entre-temps, la politique a foutu le bordel au niveau de la presse. Donc je voudrais que cette mandature-là, je ne leur demande pas de faire de miracles, ils n'en feront pas, parce que au sein de la HAC cohabitent des gens élus par les professionnels et ceux qui sont proposés par les politiques. Il y a des nommés et des élus. Et le président de la HAC est nommé par un milieu politique. Il est venu pour mettre en application des réformes du chef de l'État, nous sommes d'accord. Mais vous et moi, comme je le dis, n'en déplaise à ceux qui se fâchent, moi je connais pas le contenu réel des réformes. C'est pourquoi je repose au gouvernement du président Patrice Talon, on n'associe pas les personnes concernées à toutes les réformes. C'est pourquoi certaines réformes ont du plomb dans l'aile. Nous sommes des professionnels des médias. Il faut que ce qu'on veut nous proposer, qu'on ait connaissance de ça. Moi, je ne sais pas si vous avez eu copie des grandes lignes de ces différentes réformes qu'on veut proposer. J'espère que ces réformes-là ne serviront pas à étouffer davantage la presse béninoise, parce que je crains, comme je disais à quelqu'un, je crains qu'on ne dise désormais si vous devez être journaliste, il faut avoir fait une école, il faut exhiber un diplôme, et quand ça va se passer comme ça, suivez mon regard, on va vider beaucoup de rédactions. Donc il faudrait que les patrons de presse, les fêtiers, puissent prendre les grandes lignes des réformes et en faire large vulgarisation pour que les professionnels des médias soient informés. On a fait des sondages, je suis d'accord, on a dépouillé les sondages, on a fait des recommandations, on a fait des propositions, mais est-ce que le retour a été fait aux professionnels des médias? Parce que je vois des gens qui pensent que Edouard Loko peut faire beaucoup de choses. Il est limité dans ses actions, parce qu'il vient d'un milieu politique et il faut le dire. Moi, je sais qu'il fera ce qu'il peut faire, mais il peut pas, comme on dit trivialement, il peut pas péter plus haut que son cul. Il va faire ce qui est dans ses cordes. Et là, nous avons intérêt à l'encourager à aller de l'avant. Mais je voudrais que les fêtiers, je vais parler surtout de l'UPMB, qu'on dise aux professeurs des médias, les grandes lignes des réformes se trouvent sur tel site. Allez les lire. Et dans les rédactions, le débat sera mené. Parce qu'on ne peut pas être intelligent tout seul. Donc, je tiens à ça. Je tiens à ce que les professeurs des médias puissent prendre connaissance des réformes qu'on va nous appliquer très bientôt. Mais je leur dis beaucoup de courage et qu'ils fassent le travail pour lequel ils ont été choisis. Ils ont été élus et ils ont été désignés. Il ne faudrait pas qu'une fois là-bas, avec les prébendes, les primes, qu'on oublie ses confrères. Ichola Diguin, dans le discours, on va dire, de prise de fonction du président Edouard Loko, il a bien dit, on va replacer l'église au centre du village. Effectivement, j'ai suivi cette actualité de près. Et comme l'a dit tout à l'heure mon cher Moïse Soudé, je crois bien que aujourd'hui, je vois certains confrères jaser sur la place publique. Je les vois, n'est-ce pas, dire que l'espoir est permis. C'est vrai, on les félicite, on en a élu parmi eux. Vous n'allez pas me dire que vous êtes pessimiste? Non, je ne voudrais pas le dire. Le dire, c'est être totalement optimiste quant à l'avenir. Je ne voudrais pas le dire. Je sais qu'au sein des confrères, il y a deux versions qui se disputent la vedette. D'accord? Il y a ceux-là qui aujourd'hui pensent que, ceux qui sont là sont capables d'un miracle. Et de l'autre côté, il y a ceux-là qui ont beaucoup d'appréhension par rapport au passé. Et donc, comme lui-même l'a dit, je crois qu'il est revenu, c'est un initié qui revient à la maison, c'est vrai. Mais voilà le milieu dans lequel il provient. À ce niveau, il y a un petit hic. Et aujourd'hui, dans leur grande, immense majorité, je crois que beaucoup de confrères ont aujourd'hui quelques appréhensions
par rapport à ce qui sera fait. Il a dit tout à l'heure, les réformes qui ont été entre-temps lancées, celles-là, n'est-ce pas, que le chef de l'État a voulu que cela soit, n'est-ce pas, fait, n'est-ce pas, sous son mandat, sous son magistère, je crois que c'est une bonne chose. Mais encore faudrait-il que les confrères, chacun de nous, ait pu, n'est-ce pas, avoir la possibilité, n'est-ce pas, de prendre connaissance du contenu de cette, tout au moins des grandes lignes. Mais aujourd'hui, cela n'a pas été fait. Et entre-temps, cela a été organisé, un simulacre de séminaire où on voit les mêmes têtes partout, les bénis, oui, on les invite, ils vont s'asseoir, et puis, et après, chacun ramasse ses valises et puis ils s'en vont. Voyez-vous? Donc, aujourd'hui, les problèmes de la presse, les difficultés de la presse sont immenses. Pourquoi parlez-vous de simulacre de rencontres? C'est quand même des professionnels des médias. Et c'est à l'issue du sondage organisé à travers un volumineux document que ces professionnels ont eu à remplir, que la RAC a décidé quand même d'organiser cette rencontre pour faire, on va dire, le condensé, le substrat de tout ce qui est collecté. Et c'est ça qui a été présenté au chef de l'État. Présenté au chef de l'État, d'accord. Mais les confrères, la profession, les acteurs de la profession, est-ce qu'ils ont eu, n'est-ce pas, l'opportunité ou tout au moins, n'est-ce pas, la possibilité de pénétrer, n'est-ce pas, les grandes lignes? C'est à la suite d'un séminaire de 3 jours. Qui sont ceux qui ont été invités au séminaire? Est-ce que c'est tous les confrères qui ont été invités? Est-ce qu'ils peuvent Est-ce qu'on peut inviter tous les professionnels? On peut pas les inviter tous, mais il y a tout au moins les rédactions. Il y a les fêtières qui peuvent inviter, n'est-ce pas, tous les professionnels des médias à travers, je ne sais quoi, une séance tournante, et puis venez voir ce qui se passe. Voilà ce à quoi vous pouvez vous attendre désormais. Aujourd'hui, nous avons assez de difficultés. Et donc, cette difficulté-là, nous les ressassons depuis des années. Hein. Et donc, par rapport à ça, nous attendons beaucoup de cette mandature. Je suis heureux que un de nos électeurs ait pu, n'est-ce pas, parvenir, n'est-ce pas, à s'incruster dans le bureau. Je vais parler du deuxième rapporteur Basile Chibozo qui a été élu par ses confrères. Et donc, à ce niveau, je voudrais l'appeler à rester connecté avec la base, n'est-ce pas, pour que, en temps opportun, les confrères puissent, n'est-ce pas, être au parfum des différentes réformes, des différentes décisions que l'actuelle mandature sous, n'est-ce pas, la houlette du président Edouard Loko puisse, n'est-ce pas, être porté à leur attention pour qu'ils puissent savoir la conduite à tenir, pour qu'on n'assiste pas à des décisions qui viennent, n'est-ce pas, nuire à la corporation. Suivez mon regard. Vous savez tout ce qui s'est passé aujourd'hui. On a fermé beaucoup d'espaces de liberté. Je me demande si la RAC précédente, la mandature précédente, celle dirigée par Prosper Moretti, je me demande si elle est fière, n'est-ce pas, de sa mission. Je l'appelle, n'est-ce pas, une titre personnelle. Est-ce qu'il est fier quand aujourd'hui s'assied, n'est-ce pas, dans son fauteuil et qu'il fait, n'est-ce pas, il revoit un peu dans son subconscient quelques actions qui ont été menées sur lui à la RAC. Est-ce qu'il est fier? Je me pose cette question. Aujourd'hui, vous avez suivi toutes les félicitations qu'il a reçues, tant du président de la République, du président entrant, Edouard Loko, et bien d'autres. Et non, donc, cette pluie de félicitations ne vous dit rien? Écoutez, ça n'est pas anodin. Il vient d'un milieu donné. Le chef de l'État l'a envoyé à une mission donnée et lui a, n'est-ce pas, dit, n'est-ce pas, donné un cahier de charge qu'il a strictement respecté. Et à ce niveau, on ne peut pas dire autre chose. Et donc, le chef de l'État en vient, n'est-ce pas, à le féliciter. Cela relève de l'accord qu'il y a eu entre eux, la collaboration qu'il y a eu entre eux, les rapports qu'il y a eu entre eux. Et c'était tout comme si, j'étais envoyé en mission. Félicitations, mission accomplie. Et donc, nous autres professionnels des médias ne sommes pas satisfaits de cette mandature. Et donc, faisons le bilan aujourd'hui. Et donc, je ne voudrais pas que l'actuelle mandature, sous, n'est-ce pas, la roulette, la manette de notre cher Edouard Loko, puisse tomber dans la même falaise, puisse tomber dans les mêmes falaises, n'est-ce pas, dans les mêmes travers, j'allais dire. Et donc, il va falloir faire en sorte que les aspirations des professionnels des médias soient prises en compte en intégralité pour que désormais le journaliste béninois, en tout cas moi, je suis fier de mon métier, j'en suis fier et je passerai toujours la tête haut partout où je passerai. Et donc pour que les professionnels des médias, je disais tantôt,
puissent être fiers de se présenter, de se décliner leur identité en tant que journaliste, se présenter en tant que journaliste, que ceux-là aient, n'est-ce pas, la dignité de dire, n'est-ce pas, sans réserve aucun, qu'ils sont journalistes. Mais aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, il y a certains qui se cachent même parce que ils pensent que, bon, tout est gâté, comme on le dit de façon triviale, tout est gâté et que désormais l'espoir n'est pas permis. Et voilà que le chef de l'État, il a annoncé des réformes, il a impulsé des réformes, il a dit que désormais, il voudrait que nous assistions, n'est-ce pas, que nous ayons au Bénin des grands groupes de presse, des véritables entreprises de presse, qu'on fasse en sorte que le journaliste n'aie pas peur du lendemain. Et donc, par rapport à ça, je voudrais que dans les actes, qu'on puisse avoir, n'est-ce pas, c'est-à-dire, j'allais dire, ces propos soient traduits dans les actes de la nouvelle mandature. Et donc, si à ce niveau, il y a un décalage, ça voudra dire tout simplement que demain l'espoir n'est pas permis pour demain. Et donc, à ce niveau-là, il faut que la mandature actuelle fasse en sorte que les aspirations des professionnels, des médias que nous sommes, soient prises en compte et que à la fin de leur mandature, qu'on puisse, n'est-ce pas, se taper sur la poitrine pour dire, voilà, pour une fois, nous avons connu une mandature qui a répondu aux aspirations des confrères, une mandature dont nous sommes fiers du bilan et celui qui est inscrit à son actif ad vitam aeternam. D'accord. Alphonse Moïse Soudé, qu'est-ce qu'on peut attendre ou quels sont les enjeux auxquels la 7e mandature de l'ARAC, tout de suite, doit pouvoir s'attaquer pour pouvoir véritablement donner ce coup de pouce que tout le monde attend à la presse dans son exercice? Il y a d'abord le dossier attribution et gestion des cadres de presse. Vous savez que ça fait couler beaucoup d'encre de salive, parce que les gens n'ont pas vite reçu le cadre de presse. Personne ne s'est levé pour expliquer pourquoi il y a eu ce retard. C'est pas la première fois. Je me rappelle déjà, les cadres qui sont périmés, c'était la même chose. Nous étions allés aux élections, pas celle-ci, l'élection qui nous a permis de faire venir Moretti. Nous étions allés voter à partir d'une liste. On n'avait pas pu avoir nos cadres. C'est bien après que nous avons une carte. Donc, il faut revoir le mécanisme d'attribution de gestion de la carte de presse, parce que c'est ça la réalité. Et, ouais, moi, je ne suis contre personne, mais je constate que, bon, quand on parle de carte de presse, les gens ne donnent de valeur à la carte de presse que quand il y a élection. Un rédacteur en chef se lève, il ramasse les pièces de toute sa rédaction, c'est lui qui va déposer les dossiers pour que tous les éléments de sa rédaction puissent avoir la carte de presse. Moi, j'ai dit, on devait donner l'opportunité à chacun d'aller lui-même chercher sa carte de presse. C'est pas une rédaction qui fera ça, parce que, écoutez, là, quand ça se fait, vous devenez redevable à cette rédaction-là, on vous dicte ce que vous allez faire. La deuxième chose, il faudrait que la HAC puisse donner la possibilité aux journalistes de se dire fiers d'être journalistes béninois. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir exercer sa profession sans crainte aucune, sans peur. C'est-à-dire, tu te dis journaliste, on te laisse exprimer tes opinions, que l'on ne puisse plus cataloguer des journalistes. Ça, là, c'est un travail à faire avec les faits tiers. Mais moi, ma plus grande appréhension, ça peut être faux, ça peut être, j'espère que cette HAC-là ne va pas régenter la presse pour les élections générales de 2026. Ça, c'est ma plus grande inquiétude. Je voudrais bien que l'histoire me demande, que l'histoire me prouve que j'ai tort. Parce que je ne voudrais pas qu'on soit venu pour régenter la presse, afin que, vous savez, c'est la presse. C'est la presse qui fait... Vous percevez déjà le lien, on va dire. Je ne sais pas si vous connaissez l'importance d'une presse lors d'une élection. En tout cas, le président Patrice Talon le sait. Il connaît le degré. Il connaît il connaît le degré de nuisance et le degré de jouissance de la presse. La presse fabrique les hommes politiques. La presse fait et défait les hommes politiques. Parce que il suffit que la presse mette quelques informations sur tel homme ou tel autre. Et puis, donc je ne voudrais pas. Il chute. Je ne voudrais pas qu'on commence par
régenter la presse. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que sur des radios, des télévisions, on va intimer l'ordre à la rédaction de ne plus diffuser telle émission. Par exemple, on va dire, point 16, vous commencez par nous emmerder, le temps des élections, vous coupez ça, par exemple. C'est déjà arrivé où on a dit qu'il y a des émissions qui ne passeront pas le temps que les élections ne passent. Mais on n'a pas besoin de suspendre une émission pour montrer qu'on est autorité, mais on dialogue. C'est de l'éducation. De plus en plus, la RAC laisse quand même la main aux médias, quitte à ce qu'ils soient vraiment responsables dans le contenu de ces émissions pendant Qu'est-ce que vous appelez, ce que je respecte quand je prends la parole, je n'injurie pas les autorités. Je n'expose pas la vie privée des autorités. Mais je respecte les règles d'éthique et de déontologie. Mais ça ne veut pas me dire que je ne dois pas dire la vérité. Je ne dois pas farder la vérité. L'information, je dis, où il faut que la RAC nous aide à faire la différence entre le journalisme et la communication. La plupart des journalistes, des confrères sont devenus des communicants. Et il faut voir la une des journaux, pratiquement des titres siamois. Ça dit que on communique. Et aujourd'hui, quand vous voulez faire de l'information, ça ne passe pas facilement. On trouve directement que c'est une querelle de personnes, c'est que vous êtes jaloux, vous êtes aigri. Non, il faut qu'il y ait des gens qui informent. L'information vraie. Le commentaire est libre, mais l'information, on ne doit pas tronquer les faits. Parce qu'il est arrivé plusieurs fois qu'on a tronqué des faits, ceux qui ont voulu lever la tête pour dire c'est pas la réalité, ce que ça. Donc, je voudrais que c'est ça, le journalisme, c'est de l'investigation. Il faut donner la possibilité aux journalistes d'avoir accès aux sources d'information. Il faut donner la possibilité aux journalistes, quand il a fini de faire une émission, qu'il rentre chez lui sans avoir aucune inquiétude. Moi, c'est ça le problème. Le reste, et il faut aider, parce que le gros problème, c'est la formation. J'ai dit, il faut on a coupé l'aide à la presse. Bon, c'est vrai, on savait comment les gens géraient cette aide-là. Mais il faut convertir, parce que, je le dis, quand le chef de l'État a fait disparaître le ministère de la Communication. J'étais sur un plateau, le chef de l'État a appelé en direct, il disait qu'on allait participer à la formation des journalistes pour que nous ayons de vrais professionnels des médias. Je voudrais que cette proposition, cette idée du chef de l'État là soit concrétisée de façon cyclique, que l'on puisse organiser des séances de recyclage. Parce que dans les rédactions, on ne forme plus les gens. On ne forme plus les gens. Donc, c'est une grosse plaie, hein, qui commence vraiment à impacter le travail de la presse. Contribue à ce qu'il y ait des recyclages réguliers, peut-être tous les 6 mois, mais c'est pas les mêmes personnes de façon rotative. Département, par exemple, on peut associer 2 départements, on choisit, on dit cette semaine on prend le département du littoral parce que c'est le plus grand, après on prend 2, ainsi de suite, pour que l'on puisse, c'est pas de donner l'argent aux rédactions, mais il faut convertir cela en séance de formation, parce qu'il y a des gens qui sont dans les rédactions qui n'ont aucune formation. Les rédacteurs en chef ou les TP n'ont pas le temps de les former. Et si le gars a la plume pour vous pondre de bons papiers, s'il a une belle voix pour vous faire des reportages, basta, il est parti. Donc, j'ai dit, au-delà du titre, il faut que la RAC nous aide au recyclage et à la formation, peut-être de façon continue, pour que désormais, parce que si vous voulez responsabiliser les professionnels des médias, il faut d'abord leur donner le savoir, il faut leur donner la connaissance, il faut leur inculquer les règles élémentaires du journalisme. Les règles élémentaires du journalisme. Il faut leur inculquer les règles élémentaires de la déontologie, de l'éthique. Ça, c'est très important. Parce que les dérives, c'est quoi? C'est à partir de là qu'on constate les dérives. Parce qu'il n'a aucune formation. Personne n'est là pour lui donner la formation. Lui aussi n'est pas décidé à acheter les bouquins pour se cultiver. Alors qu'aujourd'hui, avec YouTube et puis un peu partout, on peut se cultiver. Il faut donner ce goût-là aux confrères pour que désormais les gens soient fiers des journalistes. Moi, je dis, un journaliste, c'est celui qui se remet de façon permanente en cause. C'est celui qui va vers les nouvelles connaissances. C'est celui qui se met au pas de l'actualité. Donc, il faut que la RAC nous aide à cela. Moi, je dis pas de l'argent, mais je dis, quand ils vont partir, qu'on dise au moins sous le magistère de ceux-là, on a révolutionné la presse, on a une nouvelle image de la presse béninoise, on a de nouveaux professionnels des médias déjà qui savent, ils sont pas venus
dans la presse parce que là-bas, ailleurs, il y a plus de boulot et puis tout le monde vient, on entre dans la presse comme on va chez le meunier, quoi. Et puis le jour on est fatigué, on devient communicant et puis bon, c'est pas ça. Il faut qu'il y ait regardez les autres pays. Il y a eu de grands groupes de presse. Moi, je sais pas aujourd'hui si au Bénin, peut-être Fraternité, c'est le seul groupe qui reste, hein, que je sache. Les autres ont disparu. Donc, il faut que la HAC aide à avoir des grands groupes de presse où quand vous venez là, vous savez que il y a la presse écrite, il y a l'audiovisuel, il y a qu'on appelle la presse en ligne. La presse en ligne, tout ça là. Et c'est des gens qu'on va accompagner. Moi, c'est ce que je veux de mon pays. Parce que quand vous allez à l'extérieur, bon, vous voyez comment ça se passe là-bas. Et vous voyez à Dakar, il y a une floraison de titres. Et ça paraît régulièrement. Il y a des radios. Vous allez aujourd'hui sur le Bouquet Canal, vous allez voir beaucoup de chaînes sénégalaises, beaucoup de chaînes ivoiriennes. Les Ivoiriens en ont créé récemment. Pourquoi pas dans mon pays? Donc, il faut donner cette possibilité-là. Faut pas embrigader l'information. Faut permettre à tous les Béninois, faut leur donner la possibilité de choisir. Alphonse Maurice Soudé, vous avez soulevé des questions, des préoccupations, mais j'ai deux, en fait, que je voudrais qu'on approfondisse sur la question spécifique à la formation. Comment faire en sorte que la formation soit permanente? C'est parce que le renouvellement, on va dire, des professionnels, lui, il est permanent. Ceux qui ont démarré dans les années 96-97, à l'avènement de la démonopolisation des ondes, mais beaucoup ne sont plus là. Mais il y a des jeunes qui sont venus. Mais vous l'avez dit, il y a plus de formation pour ces jeunes-là. La RAC avait souvent, des vagues de formation in situ ou départementales. Mais depuis un moment, tout ça là, et cela se ressent sur la profession. Il faut copier ce qui est bon. Moi, j'ai fait mon master en journalisme à Dakar. L'école où j'étais, la mairie, par exemple, de Dakar, offrait 2 bourses. D'autres institutions offraient des bourses aux journalistes pour venir se faire former. Et ils venaient se faire former. Donc, il faut que, désormais, l'État offre des bourses. Nous avons aujourd'hui au Bénin des écoles de formation. Oui, on peut leur faire un programme spécial de 3 mois ou de 6 mois que l'État dise, bon, nous allons offrir des bourses, les gens vont compétir, les meilleurs iront se faire former. Il faut le faire. Et ceux-là, ils reviennent, c'est qu'ils se remettent à la disposition de leur rédaction. Il faut le faire. Chaque année, l'État peut dire, nous avons ISMA, nous avons Isaïe, nous avons d'autres écoles qui forment en journalisme, nous avons ici qui a quoi, ainsi de suite, qu'on dise, bon, chaque année, l'État va envoyer dans ces écoles-là 5-5, et on fait le point, et on détermine les critères de sélection, qu'on ne fasse pas du copinage, parce que c'est ça qui m'embête un peu au pays. Quand il s'agit de bourses de formation, on fait le copinage, on choisit qui on veut, quoi, c'est pas bon. Il faut, les amis, les copains. Donc, il faut qu'on détermine des critères. S'il faut que les gens compétissent pour être retenus, pour aller dans ces écoles, vous allez voir, quand on va faire une première promotion de 6 mois, ils vont revenir avec leur parchemin, et que il faut qu'il y ait un comité de suivi pour dire, bon, ceux-là ont été formés sur le terrain, comment se comportent-ils? Et après, une deuxième vague, une troisième vague, vous allez voir si chaque année, on arrive à faire ça, les 5 ans, ils auront fait œuvre utile. C'est mon problème, la formation, c'est ça. Il y a aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avoir les gens à l'extérieur. Il y a suffisamment d'écoles dans ce pays-là où on dit, proposez-nous un programme de formation. Est-ce que c'est des écoles de qualité? Parce que nous, dans les rédactions, on reçoit des gens formés par ces écoles. Écoutez. Mais qui viennent en stage, mais franchement, vous ne pouvez pas en tirer grand-chose. La qualité. Je ne médis de personne. La qualité. Il y a des gens qui se contentent uniquement des cours qu'on leur donne à l'école. Pas de recherche, pas de bouquin. Vous ne pouvez pas être dans cette profession de journalisme. Vous ne lisez pas. Et ne pas faire des recherches. Ce que vous dites, je suis d'accord. Donc, ce n'est pas la faute aux écoles. C'est la faute aux apprenants qui, je vais faire le journalisme parce que je vois les gens parler à la télé, j'ai envie de parler. C'est pas ça. Oui, mais est-ce que, avant de parler des professionnels eux-mêmes qui sont formés, je suis d'accord avec vous, mais est-ce qu'on ne donne pas la communication en confection aux écoles? Parce que, dans quelles conditions ces écoles-là organisent les formations? Qui sont ceux qui donnent ces formations? Est-ce qu'ils sont qualifiés? Est-ce que on ne devait pas organiser un contrôle à ce niveau, un filtre, pour permettre quand même à ce que des gens de qualité qui maîtrisent les fondamentaux. Vous savez, quand on parle des fêtiers, il faut, quand vous êtes, par exemple, dans l'enseignement, souvent on fait les visites de classe, il y a les inspecteurs, parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui enseignent au Bénin, à un moment donné, l'État a exigé que vous ayez l'autorisation d'enseigner.
Si vous n'avez pas l'autorisation d'enseigner, vous n'enseignez pas dans les collèges. Je ne sais pas si dans ce domaine-là, il y en a aussi. Normalement, les gens doivent avoir une autorisation parce que enseigner aussi, c'est de la pédagogie. Je peux être un bon journaliste sur les plateaux et être un mauvais enseignant. Parce que il faut savoir donner. Il faut savoir communiquer le savoir, animer les débats et puis faire présenter le journal ne dit pas que vous avez obligatoirement le don d'enseigner, c'est ça aussi. Donc moi je dis, ceux qui sont chargés de vérifier ça, ils savent parce que ces écoles-là ont reçu des autorisations pour ouvrir ces filières-là. Moi, je ne veux pas entrer dans cette querelle, mais je donne comme conseil à nos jeunes frères qui veulent entrer dans cette profession-là. Si vous voulez être un bon journaliste, vous devez lire, vous devez faire des recherches. Ne vous contentez pas uniquement des cours qu'on vous donne à l'école. L'école ne vous donnera pas tout. L'école va vous donner l'essentiel. Mais vous devez vous faire vous-même. Pour vous faire, il faut lire. Moi, je dis, écoutez, quand les jeunes confrères me disent, mais on va être comme vous, je dis, moi, je mets le tiers de mon salaire chaque mois pour acheter les bouquins. J'en achète au Bénin, je commande à l'extérieur. Si vous n'êtes pas capable d'acheter les bouquins pour vous cultiver, si vous n'êtes pas capable d'aller télécharger les bouquins, les imprimer pour vous cultiver, vous ne pouvez pas être un bon journaliste. Si vous devez vous informer à partir de l'information que les autres ont aussi pris peut-être ailleurs, vous venez vous informer. Non. Être journaliste, c'est de l'argent. Vous devez avoir chez vous l'abonnement. Suivez un peu près sur toutes les chaînes et vous faites une idée. Être journaliste, c'est pas aussi simple que ça. C'est pourquoi j'ai dit, l'État doit pouvoir accompagner. Parce que si quelqu'un met de l'argent dans sa formation et qu'à la fin, il va dans une rédaction où on le traite comme un mendiant, ça fait mal. C'est pourquoi tout le monde devient communicant. Tout le monde devient communicant parce qu'on sait que là-bas, quand je fais entre griffes à la cour d'un homme politique, j'aurai mon enveloppe. C'est ça. Et comme ça, on est en train de déplumer le journalisme. Donc, il faudrait que chacun de nous, tout le monde est coupable. Il faut qu'on s'asseye et qu'on se dise la vérité. Qui est communicant, qui est journaliste. Et qui ne l'est pas. Et qui ne l'est pas. Qui peut former et qui ne doit pas former. Entre le journalisme et la communication. Non, écoutez, je crois que nous n'allons pas jouer aux vierges effarouchées, c'est-à-dire ces jeunes filles qui ont été protégées pendant longtemps et qui, pour la toute première fois de leur vie, découvrent des choses terribles. Et donc, par rapport à ça, je crois qu'il y a un problème que nous devons régler en amont. C'est le problème de l'assainissement. Tant que nous n'allons pas régler ce problème, je crois, je me souviens que... Vous voulez assainir quoi? Je me souviens que Joseph Diogbenou en a parlé. D'accord? Il y a quelques années, il en a parlé à l'occasion de la célébration de la journée internationale de presse où il a été invité. D'accord? Il en a parlé, dit, mais qu'est-ce que vous faites de la régulation d'entrer dans la profession? Qu'est-ce que vous faites de l'assainissement? Comment est-ce que vous recrutez vos journalistes? Comment est-ce que vous les acceptez dans les rédactions? Depuis des années, nous ne faisons que ressasser ce problème et il n'y a pas quelqu'un qui peut avoir la baraka, n'est-ce pas, de passer à l'assainissement. Parce que parmi nous, il est de ces promoteurs qui sont de mauvaise foi, qui ne veulent pas payer, n'est-ce pas, leurs journalistes et qui font la politique des stagiaires. À ce niveau, il y a un problème. L'autre chose que je voudrais souligner, c'est quoi? Si vous serez un bon journaliste, cela dépend de vous-même. D'abord et avant tout, il faut avoir un minimum de background du point de vue intellectuel. Sinon, on aura beau vous faire toutes les formations les plus huppées du monde, la mayonnaise ne prendra pas. J'en ai connu. J'ai connu des confrères comme ça qui sont restés... Vous pensez comme l'aîné, Alphonse Maurice Oulé? Naturellement, oui. Je connais des confrères qui sont restés pendant plus de 5 ans dans la même rédaction, à qui on a tout fait, n'est-ce pas, pour rôder, leur donner les rudiments les plus élémentaires, mais qui n'ont pas pris jusqu'à présent. Et pourtant, tous les jours, ils sont sur le terrain, en train de courir derrière les organisateurs d'événements. À ce niveau également, il y a un problème. Aujourd'hui, c'est vrai, nous redoutons, n'est-ce pas, la présence de Hotor à la tête de la HAC. Il va falloir que Hotor, vous savez de qui je parle. Oui. Écoutez, à ce niveau, il va falloir qu'il ne gère pas comme il avait fait par le passé. Qu'aujourd'hui, qu'il reste intimement en contact. C'est vrai il est resté pendant plusieurs années à la droite du père, suivez mon regard. Et que désormais, on sait la direction que le gouvernement actuel veut imprimer, ou a commencé par imprimer, et reste toujours dans le schéma à la presse nationale. Je me demande si effectivement le pouvoir en place veut d'une presse responsable, d'une presse dont les acteurs sont véritablement épanouis.
Je me pose cette question. Donc, à ce niveau, il va falloir que lui-même fasse preuve de jugeote, n'est-ce pas? Qu'il prenne, bon, on le sait, on connaît, on sait que c'est un homme bien rodé, c'est pas quelqu'un qui est parachuté à la tête de la HAC, c'est un professionnel des médias bon teint, un promoteur bon teint, et donc il maîtrise tous les rouages de la presse. Et par rapport à ça, je voudrais que cela transparaisse dans ses actes, dans ses faits et gestes, qui ne donnent pas l'impression aux professionnels des médias d'être venus, n'est-ce pas, embastiller les organes de presse et ses acteurs, qu'ils s'occupent également beaucoup plus de la protection de la liberté de presse. Parce que pendant plusieurs années, les mandatures successives, n'est-ce pas, ont passé cela à l'axe. Ils n'en ont pas fait une préoccupation majeure. J'ai trouvé que, bon, à ce niveau, on s'occupe seulement de la régulation des médias, on veut fermer les médias, on veut suspendre des émissions. Le président de la RAC reste dans ses 4 murs pour prendre une mesure conservatoire et dont les autres ne sont pas informés. Donc, à ce niveau, il va falloir que locaux ne fassent pas la même chose pour que demain, on puisse l'acclamer, puisque nous puissions, n'est-ce pas, pour que les professionnels des médias, dans leur immense majorité, puissent se targuer de dire, pour une fois, non, nous félicitons le président Patrice Talon. Il nous a envoyé un des nôtres qui a fait un travail magnifique, un travail impeccable. Et je l'ai dit une fois ici, s'il fait mal, cela va le suivre. S'il fait bien, également, nous serons là pour l'applaudir, l'ovationner à tout rompre. Et donc, par rapport à ça, il va falloir qu'il reste intimement, n'est-ce pas, en contact avec tout au moins, même si ce n'est pas les professionnels des médias à la base, les fêtiers, qui restent tout au moins en contact avec nos pairs que nous avons envoyés là-bas, ceux qui ont été régulièrement élus et qui sont au sein de la maison. Ce n'est qu'à ce seul prix que nous pourrions, n'est-ce pas, être fiers de leur bilan, celle-là, n'est-ce pas, ce bilan, n'est-ce pas, qui pourront nous présenter à la fin de leur mandat. L'autre chose, puisque vous l'avez souligné tout à l'heure, les problèmes, les défis sont immenses et ils en sont tous conscients. D'accord? Le problème de formation, qu'on ne dise pas désormais, bon, c'est vrai, comme l'a dit Moïse Soudé tout à l'heure, que désormais pour être journaliste, il faut venir d'une école, il faut avoir fait les écoles les plus huppées, puis on les connaît parce que nous avons l'impression, en tout cas la nouvelle génération continue d'avoir, n'est-ce pas, dans son subconscient, que il y a comme un conglomérat, une association de briques et de brocs qui régente la presse. Et je me rappelle que entre-temps, je l'ai vu, où il dit quelque part que bon, tant que eux là ils seront vivants, qui vont toujours régenter la presse, qu'il n'y aura aucune décision qui leur échapperait par rapport à la vie des médias au Bénin. Et donc par rapport à ça, je ne voudrais pas que les nôtres puissent tomber dans ces travers, qu'ils fassent un travail magnifique, impeccable, qu'ils fassent des réformes, n'est-ce pas, qui répondent, qui soient compatibles, n'est-ce pas, avec nos aspirations. Sinon, ils auraient passé, n'est-ce pas, à côté de la plaque et ils se retrouveront demain, ils auront des difficultés à revenir au sein de la corporation. Je le dis, n'est-ce pas, en ayant, n'est-ce pas, la triométrie à zéro, hein. Et donc, par rapport à ça, il faut qu'ils en prennent conscience, qu'ils prennent aujourd'hui suffisamment, n'est-ce pas, la mesure de l'enjeu, du défi à relever pour que demain on soit fiers d'eux. Et donc, l'autre chose aussi, il y a, n'est-ce pas, de ces problèmes que nous ressassons, que nous traînons depuis des années. D'accord? On a suspendu l'aide de l'État à la presse, d'accord. Mais il y a le FADEM qui est là. Et qui, depuis des années, on essaie de graviter autour, on tourne autour, et puis on danse du tipenti autour de tout ça. Un pas en arrière, un pas en avant, j'allais dire 2 en arrière. Et depuis des années, c'est là. Et les organes de presse ont aujourd'hui toutes les difficultés du monde. Je ne sais pas si eux-mêmes, ils sont fiers de voir aujourd'hui les professionnels de médias se comporter en gueux, on les voit sur le terrain se comporter en mendiants et tout ça. Il faut que désormais, qu'on puisse effacer cette image, redorer véritablement le blason de la corporation
pour que désormais, même de l'extérieur, que les gens sentent effectivement que, désormais, il y a une nouvelle impulsion au sein des médias au Bénin et qui, n'est-ce pas, amènerait, n'est-ce pas, les acteurs locaux à être fiers de ce qu'ils font, à être fiers de leur boulot. Et l'autre chose, la régie publicitaire. Aujourd'hui, depuis des années même, ça n'a pas commencé aujourd'hui, hein. Nous avons comme également l'impression qu'il y a un certain nombre d'organes qui sont là, qui s'arrogent tout du point de vue publicitaire. Les annonces, les publicités, les tout ça. Ils s'arrogent tout ça. Alors que, en vérité, ils ont droit à des subventions que la presse privée n'en a pas. Et donc, à ce niveau-là, il va falloir faire l'aiguillage nécessaire dans les réformes, n'est-ce pas, qui sont en perspective pour que désormais, cela soit également du passé. L'autre chose, il faut que la présente... d'autres choses. Oui, il y a beaucoup de défis à relever, beaucoup de défis les attendent, voyons. Et donc, l'autre chose, il y a ce qu'on appelle la validation des acquis. Au niveau des formations, il faut que la présente mandature, en tout cas pour les formations qu'elle initiera, n'est-ce pas, qu'elle ne fasse pas du népotisme, qu'elle fasse tout pour transcender les velléités de favoritisme, qu'on sélectionne les confrères qui sont effectivement, n'est-ce pas, à l'œuvre dans les rédactions, les confrères qui pratiquent effectivement le métier, qui sont, n'est-ce pas, actifs sur le terrain pour que ceux-là, qu'on puisse, n'est-ce pas, les former. Moi, j'ai participé à beaucoup de formations. C'est pas que je ne suis pas bon, c'est vrai, hein. En tout cas, pour l'expérience que j'ai. Mais qu'est-ce qu'on faisait par le passé? Il y avait des organismes, n'est-ce pas, internationaux, qui repéraient les journalistes nouvellement engagés en tant que stagiaires dans les rédactions. C'est à ce titre que moi, j'ai bénéficié d'une formation, n'est-ce pas, de la Banque mondiale. Et ce n'était pas visioconférence, c'est le journalisme d'investigation. Vous connaissez le centre WANAD? Tout à fait. Effectivement, ça a été sélectionné. J'ai été identifié comme cela en tant que stagiaire. Il y en a eu aussi au CED, le centre d'éducation à distance de l'ex-INE. Parfait. Où il y avait de ces formations. Avec Edro Kentor. Voilà. Et donc, que la HAC puisse... Jacques Edro Kentor. Et donc, que la HAC puisse, n'est-ce pas, s'approprier de ces acquis pour que désormais, on ait des confrères, des professionnels des médias rompus à la tâche. Et donc, il y a beaucoup de défis. Hein. On peut même en parler jusqu'à demain. Jusqu'à demain. Voilà. Oui, il y a une autre question aussi qui m'intéressait et que je voudrais quand même soulever ici. C'est la valorisation de la carte de presse. Voilà une question. Tout à l'heure, Moïse Soulé, vous l'avez dit, il y a toute une difficulté, il y a beaucoup de difficultés pour que le professionnel puisse disposer de sa carte. Mais une fois qu'il a cette carte, elle lui sert franchement à quoi? Alors que ailleurs, la carte de presse, c'est quand même un instrument d'épanouissement du journaliste. Mais ailleurs, la carte de presse vous ouvre toutes les portes. La carte de presse, quand vous allez dans une institution, vous vous présentez, je suis à la recherche de telle information, vous exhibez votre carte de presse, on vous oriente, on vous aide à avoir l'information. Chez nous, je leur dis, bon, parfois les gens n'aiment pas mon discours, mais la carte de presse n'a de valeur que quand on veut voter. À part ça, ça n'a plus de valeur. Ça n'a plus de valeur, c'est pas possible. Normalement, un journaliste qui va quelque part, bon, c'est vrai que ceux qui passent sur les chaînes de télévision comme nous autres, les gens vous identifient facilement. Oui, tout le monde n'a pas cette chance. Tout le monde n'a pas cette chance. Tout le monde n'a pas à faire le plateau non plus. À faire le plateau. Donc, je voudrais que la HAC nous aide. Quand quelqu'un arrive quelque part et il cherche des informations, il présente sa carte de presse, qu'on lui voue le respect qui lui revient de droit. Hein? Les gens, ouais, c'est ce que je dis. Parfois, les gens vous prennent comme les journalistes comme des rieneux, des nécessités, quoi. C'est-à-dire que c'est ceux qui n'ont trouvé rien à faire dans la société qui se retrouvent prêts. J'ai dit non. Dans ce pays-là, souffre que je cite des noms, quand on parle de presse, vous allez entendre des gens comme Mwakou Kossimesme, les frères Migan, Diogo Pelu, vous venez dans la presse. Francis Zossou, vous venez dans la presse et vous allez entendre des noms comme, comment il s'appelle, l'homme de golf là.
Soumanou et Denis Khodonou, et après vous allez voir les Edouard Loko, et Patrick Adjamossi, et les Charles Toko, les Agapit Napoli. Il y a des gens qui ont marqué la presse, on les respectait, parce que on travaillait avec une conscience professionnelle, on n'était pas trop porté sur l'argent. Donc je voudrais aujourd'hui que le renouvellement soit automatique, qu'on ne donne plus la possibilité aux rédactions de faire les cartes au nom de tout le monde, que chacun vienne déposer dans ce dossier, parce que c'est ça la réalité. Si chacun connaît la valeur de la carte de presse, il y a des gens qui prennent la carte, ils vont jeter ça jusqu'au juillet élection, parce que sur le terrain, quand tu vas même, moi je me rappelle, quand nous étions encore sur une certaine radio, quand vous allez en reportage, pour que arriver là-bas au niveau de la liste de présence, quand vous dites que vous êtes journaliste, à un moment donné, vous dites où est votre carte de presse. Et certains n'avaient pas la carte de la HAC, mais ils avaient la carte de leur rédaction. Il y avait d'autres qui n'avaient pas du tout de carte. Et les gens disent un élément représentatif. Et les gens disent les grandes institutions, c'est comme ça. Quand vous allez là-bas, vous êtes journaliste. Qu'est-ce qui prouve que vous êtes journaliste? Vous devez montrer un document qui existe que il faudrait que on entreprenne une tournée de sensibilisation. C'est ça, ce n'est pas le rôle de la HAC, mais c'est le rôle de l'UPMB. Nos fêtiers sont là pourquoi? Il y a aussi un autre problème. Face à la carte de presse, on préfère la carte nationale d'identité pour certaines formalités. Oui, c'est ce que je vous dis. Alors que vous êtes là en tant que journaliste. C'est des choses que j'arrive pas à comprendre. C'est ce que je vous dis. Vous êtes là en qualité de journaliste. Vous savez. Vous présentez votre carte de presse, on vous dit non, c'est votre pièce d'identité nationale. Mais je peux témoigner que ce n'est pas partout. C'est pas partout. Il y a des endroits, quand vous vous présentez, bien habillé, pas brouillon, et vous dites pas en rayon. Pas en rayon, parce que ça là aussi, parfois vous allez voir, sur le terrain, vous allez voir des journalistes, excusez-moi, en tapette, on ne vous respecte pas. D'abord, c'est nous-mêmes, tout à l'heure, il a dit qu'il faut que nous-mêmes là, qu'on se prenne en charge. Et je voudrais que la HAC et les fêtiers nous aident les professionnels de médias à prendre leur profession au sérieux. Et dans l'attribution de cartes de presse, il faut que désormais, que ça soit chacun qui aille de faire la demande de sa carte de presse. Je crois quand même que maintenant c'est ce qui est fait. Hein. Oui, mais chaque professionnel. Mais vous savez que ses pièces. Non, fournir ses pièces, mais ça passe pas des rédactions. Il y a pas ailleurs. Non, ce n'est plus comment dire la règle. C'est sous l'influence de certains qui ont certainement des objectifs. Mon problème, c'est quoi? Qu'on supprime même cette méthode-là, que chacun, qu'une rédaction ne vienne plus déposer plusieurs dossiers. C'est ce que je dis. C'est-à-dire que chacun aille déposer, comme on fait pour la carte nationale d'identité. Chacun va remplir ses formalités, chacun va retirer sa carte, c'est ça. Moi, par exemple, quand j'ai voulu faire, moi, je ne passe pas par une rédaction. C'est chacun qui retire sa carte, parce que c'est votre signature qui fait foi. Par exemple, la dernière, c'est ce qui s'est fait. Non, donc, j'ai dit. Moi, je voudrais que on nettoie la profession, on nettoie l'écurie. Moi, j'ai envie que nous soyons davantage fiers de dire que nous sommes journalistes. Nous ne sommes pas derrière nous n'avons pas atterri dans la profession parce que ailleurs, on est là parce qu'on est convaincus. Et je voudrais dire aux jeunes confrères qui arrivent, il faut être journaliste, la tête haute. On ne vient pas dans le journalisme pour être millionnaire ou milliardaire. Mais on vient parce qu'on se trouve une mission. Je suis venu former, informer et éduquer mes compatriotes. C'est ça le credo. Informer, former et éduquer, c'est ça. Si vous ne pouvez pas remplir ce triptyque-là, ne venez pas dans la profession. Merci, Alphonse Moïse Soulé. Je crois que... Oui, mon cher Pogui. Oui, mais... C'est vrai que nous avons des appréhensions, hein. Nous avons beaucoup de doutes par rapport à ceux qui sont là actuellement, à la tête surtout. Mais l'autre chose, c'est qu'il nous revient, nous-mêmes, d'abord et avant tout, de rester mobilisés, de rester vent debout. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que nous avons perdu le sens de la lutte. En réalité, voilà la question que je voulais poser. Et vous enfoncez, vous me dénoncez. Quel est le rôle des professionnels des médias eux-mêmes face à tous ces défis qu'il faut relever? Aujourd'hui, nous avons besoin de rester soudés. Parce que, personnellement, j'ai l'impression qu'on s'est laissé stratifier par les questions, les considérations d'argent, par des considérations d'ordre politicienne. Aujourd'hui, nous sommes... Écoutez, moi, j'ai connu l'expérience. Hein.
Il suffit qu'on vous assigne. Vous écrivez un article, on vous assigne pour que vous assistiez, n'est-ce pas, ébahi, à ce que j'appelle souvent la danse des gamètes. Ce sont des confrères même qui se lèvent pour aller voir les hommes politiques. Ah, il n'est pas sérieux, hein, il est ci, hein, il est ça, il faut l'embastiller, il faut l'emprisonner, il n'est pas sérieux, il est comme ça. Tant que ce serait comme ça, vous vous rappelez? Ils vont vous livrer. Vous vous souvenez, ils vont vous plonger. C'est ça le mot, ils vont vous plonger. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, de la tournée que vous avez effectuée tonitruante ici par rapport à la valorisation de la carte de presse. Vous avez... Au niveau des préfectures. Voilà, vous êtes mieux placé pour le dire. Vous savez tout ce que vous avez vécu comme péripéties, comme vicissitudes, comme mégotage, comme médisance. Et malheureusement, c'est venu de la corporation, des acteurs de la corporation, de la même presse que nous défendons. Et là, à ce niveau, il y a un véritable hic, n'est-ce pas, à corriger. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il faut que nous-mêmes là, nous restons mobilisés et que les fêtiers ne soient pas toujours abonnés absents. Parce que j'ai l'impression que, bon, chacun court pour ses propres intérêts. Hein. Les fêtiers, bon, d'accord, on va bavarder par ici, on va bavarder, mais jamais d'actes concrets. La non-dynamique des fêtiers ne vient-elle pas aussi de cette reculade qu'observent les professionnels des médias par rapport à leurs choses? Parce que vous avez des fêtières aujourd'hui qui sont très amorphes, qui n'arrivent même plus à porter la parole devant les officiels. Comment peut-on comprendre cela? Non, à ce niveau, il y a un problème. Et on l'a décliné tout à l'heure en amont. Et d'accord, cela dépend de nous-mêmes. Si le journaliste n'est pas bien formé, et quand il va se présenter devant une autorité, et avant de prendre la parole, commencer par gratter la tête, il y a un problème. Et donc, il va falloir que les fêtiers aussi jouent véritablement leur rôle. Parce que, sous prétexte, aujourd'hui, que nous sommes, n'est-ce pas, sevrés des moyens habituels. Je vais parler des moyens financiers, les subventions, voilà, les subventions, alors que nous avons beaucoup de possibilités. Il y a un grand, vaste no man's land que nous pourrions, n'est-ce pas, exploiter en tant que filon pour gravir des échelons, amener les confrères à être véritablement épanouis de leur métier. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je constate qu'à leur niveau également, tout porte à supposer qu'ils courent pour leurs propres intérêts, leurs intérêts égoïstes, et puis ils oublient la masse. Et la masse également est restée comme ça, et sans action, inactif, inerte. Et puis, ceux-là sont en haut là-bas, ils font ce qu'ils veulent. Donc aujourd'hui, il va falloir que les confrères au niveau de la base se donnent la main pour rester vent debout, pour que, en cas de décision, n'est-ce pas, qui viendrait nuire à la corporation, que ceux-là nous voient devant et qu'on puisse, n'est-ce pas, prendre le devant de la situation. Pourquoi pas organiser des marches de protestation, parce qu'aujourd'hui, au Bénin, tu portes à quoi que, attention. Il fait plus bon de faire des marches. Mais on l'a fait par le passé, ça a marché. Aujourd'hui, dites-moi, si aujourd'hui, une journée sans presse pourrait-elle prospérer? Dis-moi. Grosse question. Voilà. Ce qui signifie que nous avons perdu le sens de la lutte. Vous avez vu ce qui s'est passé au Sénégal, non? Où on a fermé Walfadjri, tout ça. Ça a duré combien de jours? Est-ce qu'on pourrait, n'est-ce pas, assister à ça au Bénin? Ceux qui sont là-bas ne sont pas des extraterrestres. Ils sont des hommes comme nous. Et la presse béninoise, les acteurs, hier, c'était des acteurs de nos douaniers qui ont contribué aujourd'hui à l'explosion de la presse sénégalaise, à la dynamique que nous observons aujourd'hui au niveau même de la sous-région. Et pourquoi pas chez nous? Et aujourd'hui, on donne l'impression, c'est vrai, le mal est un peu combustentiel ou congénital. C'est pas seulement dans la presse, parce que c'est une mentalité que moi je déploie toujours au Bénin. D'accord? On donne l'impression que nous-mêmes là, nous ne sommes pas sérieux avec nous-mêmes. Nous ne sommes pas sérieux avec notre pays. Nous ne voulons pas contribuer à l'émergence de notre pays, mais nous sommes prêts à cause des questions pécuniaires, des questions d'argent. On regarde toujours ce que nous allons gagner chez les autres pour aller les accompagner et faire développer leur pays au détriment, aux grandes dames de notre propre nation. À ce niveau, il y a un problème. Telle est la raison pour laquelle je voudrais aujourd'hui appeler les confrères à se remobiliser pour que désormais, on n'ait plus des fermetures.
assez fantasmagorique comme on l'a assisté, n'est-ce pas, sous la mandature Moretti. C'est suffisamment grave. On a fermé beaucoup d'espaces de liberté et aujourd'hui, beaucoup de confrères traînent aujourd'hui dans les rues. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Dans aucun pays, cela ne se passe de cette façon. Et donc, c'est au Bénin, il faut vivre longtemps au Bénin pour assister à des âneries de cette catégorie, de cette espèce. Et donc, désormais, je voudrais que la nouvelle mandature puisse se démarquer de tout ça et faire un travail impeccable. Merci, Ishola Digan. Nous sommes en train d'égrener les dernières minutes, encore 2 minutes, et cette émission sera finie. Je voudrais m'adresser directement au pape. Je veux dire, Edouard Loko, président de la HAC. Ah, il est le pape maintenant. Oui, il est le pape de la presse béninoise. Non, il n'est pas le pape de la presse. Ils savent de quoi je parle. On l'appelle le pape. Ah, donc, d'accord. Ce que je lui demande, on ne lui demande pas de faire de miracles, mais de faire l'essentiel. Et l'essentiel pour moi, c'est que nous ayons des professeurs des médias responsables, bien formés, bien recyclés. Deuxième chose, que désormais l'on puisse accorder à la carte de presse sa valeur sur le terrain. Il faudrait que les conditions d'attribution de la gestion de carte de presse soient bien définies. Il faudrait pas que bien clarifiées. Il faut pas que des rédactions exploitent nos jeunes frères et leur donnent des pécules. Si vous voulez qu'un journaliste soit responsable, donnez-lui ce à quoi il a droit. Il va sur le terrain, il va plus courir derrière les organisateurs d'événements à la recherche de 5 000 francs ou de 2 000 francs pour se déplacer. Ce n'est pas possible. Moi, je voudrais aussi finir dire aux confrères, respectez-vous et sur le terrain on vous respectera pas. Vous n'êtes pas journaliste pour des miettes. Ne courez pas derrière les miettes parce que c'est ça qui fait que les hommes politiques nous prennent pour des rieneux, des gens qui sont à la recherche de va-nu-pieds. Non, nous constituons le 4e pouvoir et je voudrais que nous-mêmes qu'on se fasse respecter comme on respecte les hommes politiques sur le terrain. Alphonse Moïsoulé, merci. Et l'autre chose aussi, c'est, tu portes à croire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le temps pour nous-mêmes, Oui. Nous n'avons pas le temps pour nous-mêmes. C'est surtout les autres, toujours les autres. On ne fait que construire l'image des autres et même nous-mêmes là. À notre sens, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche à ce niveau, qu'il va falloir désormais corriger. Et l'autre chose, je voudrais que les confrères, dans la remobilisation que j'ai prônée tout à l'heure, qu'ils puissent créer beaucoup de cas de réflexion pour que désormais, qu'on ait beaucoup de cas de réflexion pour se donner la main et mener la lutte qu'il faut en cas de qu'est-ce qu'il y a. Suivez mon regard. Et donc, par rapport à ça, il faut dire, par rapport à la carte de presse, je veux dire, d'accord, il y a beaucoup de possibilités que nous pouvons aujourd'hui exploiter pour valoriser véritablement. Non, écoutez, je ne suis pas consultant pour me mettre à les ressasser, pour me mettre à faire le listing. Non, eux-mêmes savent très bien, ils sont mieux placés. Voilà, ils sont mieux placés pour savoir ce qu'il y a lieu de faire pour répondre aux aspirations des confrères. Merci. Donc par rapport à ça, la carte de presse est très importante. Il y a beaucoup de partenaires à nouer. On n'a pas besoin forcément de la HAC, même individuellement, en groupe, en bloc, on peut beaucoup. Même négocier des partenariats. Ishola Digan, intarissable sur la question. Merci à vous, Ishola Digan. Je rappelle, vous êtes le directeur de publication de Providential News, un journal, un site et aujourd'hui un groupe, on va dire. Alphonse Moïsoulé, il est journaliste, évidemment, analyste politique. C'est eux qui sont venus nous abreuver, bien sûr, de leur connaissance, leur savoir-faire dans le décryptage de l'actualité. Merci à chacun et à tous d'avoir été avec nous. À vendredi prochain. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Vous nous avez fait confiance. Aujourd'hui, on avait besoin d'une radio différente. Diaspora FM.